Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier dédié aux mobilités. Rapide introduction, après quelques étapes préalables depuis les années 2000 en matière d'hydrogène, on a eu la stratégie nationale hydrogène en 2020. Cette stratégie nationale a mené à 9 milliards d'euros d'investissement, 2 appels à projets, BRI technologique, écosystème hydrogène et le PEPR. Résultat, en 2024, on a eu 35 MW d'électrolyse qui ont été installés et 80 stations. Dorénavant, la question, et on a 2000 véhicules aussi en 2024, dorénavant, la question, ça va être de savoir comment passer à 70 000 véhicules, d'après ce qui est prévu c'est l'objectif de France Hydrogène en 2030. Avant de commencer, de quoi parle-t-on ? Le sujet, la table ronde, c'est mobilité routière au singulier. Mais en fait, il s'agit de mobilité routière au pluriel. En effet, on a le taxi, le bus, l'autocar, le véhicule utilitaire léger, le porteur, le tracteur, et on a aussi le camion de chantier qui passe des fois du temps sur les routes. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle les cas d'usage. Je vais vous citer le communiqué de presse du ministère de l'économie sur la SNH 2. Dans certains cas d'usage spécifiques nécessitant une longue autonomie sur la journée, une forte disponibilité, un temps de recharge rapide, un maintien de la charge utile ou encore des besoins énergétiques plus importants, changement de température, dénivelé, l'hydrogène, bien que plus coûteux à date, pourrait devenir pertinent. Il s'agit notamment d'activités à besoin intensif de puissance ou ayant difficilement accès à l'électricité, comme certains véhicules lourds, les véhicules à besoin d'énergie embarquée, comme frigorifiques, les engins de chantier, les engins agricoles ou tout-terrain, les zones dans lesquelles une longue autonomie est nécessaire. Ce sont les cas d'usage. En effet, au-delà du type de véhicule, ce qui compte, c'est le cas d'usage. Un autocar périurbain dans la Creuse ne va pas du tout avoir les mêmes contraintes qu'à Courchevel. Le cas d'usage définit la chaîne de traction qui définit la station, qui nécessite la mise en place sur mesure d'un écosystème local et complet. Un morceau d'écosystème est présent autour de cette table, avec Rémi Berger, qui est de la société GCK, Ovarit Trung de Helico, Aurélie Lavigne, iSetco, Geoffroy de Rofignac, Attaway, Olivier Dez de HRS et enfin Bénédicte Montoya de la DGPR, la Direction Générale de la Prévention des Risques. iSetco est une entreprise créée fin 2017 qui accompagne ses clients dans leur transition vers une mobilité zéro émission. iSetco distribue aujourd'hui à ses clients plus de 30 tonnes d'hydrogène par mois et gère une flotte de 800 véhicules hydrogène. Aurélie Lavigne en est la directrice du développement commercial. Vous proposez des contrats de location et d'utilisation de véhicules hydrogène, taxis et VUL. Pourquoi avoir choisi la stratégie de la location et pourquoi ces véhicules ? Merci Thomas. Enchantée, bonjour à tous. Aurélie Lavigne, donc directrice du développement commercial chez iSetco. Avant de répondre à la question, quelques mots sur iSetco. Simplement, aujourd'hui, nous sommes experts de la mobilité légère à hydrogène. En France, nous opérons un développement soutenu en opérant un développement sur une partie station. Nous sommes opérateurs, nous concevons nos propres stations hydrogène. Nous en avons 8 aujourd'hui en Île-de-France et nous sommes loueurs de véhicules hydrogène. Pour revenir à la question, nous exploitons aujourd'hui 800 véhicules hydrogène. Donc, quand on parle de cet atelier aujourd'hui, comment assurer la montée en puissance, aujourd'hui, on parle de chiffres concrets. Aujourd'hui, on opère 800 véhicules loués auprès de clients professionnels qui sont principalement basés en Île-de-France de fait de notre positionnement historique géographique, mais nous avons aussi quelques véhicules en Auvergne-Rhône-Alpes et en développement sur d'autres régions. Pourquoi la location aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a un marché de l'hydrogène qui est encore récent, qui n'a pas de marché VO vraiment sur l'hydrogène et sur les valeurs de reprise, qui permet aussi de rassurer les clients et d'offrir un service clé en main. Aujourd'hui, on est sur un système de location qui rassure les clients dans une nouvelle technologie. Pourquoi c'est concret aujourd'hui ? Parce qu'on a développé un écosystème qui permet de rassurer les clients sur une offre clé en main du véhicule qui est loué avec l'ensemble des services associés, c'est-à-dire la maintenance, l'entretien, la gestion des subventions, l'assurance, l'assistance et un contact dédié expert de l'hydrogène, surtout pour rouler au quotidien.
Aujourd'hui, on développe des usages sur la mobilité légère chez i7Co. Donc, on a des véhicules qui sont commercialisés par les constructeurs, qui sont Toyota, Hyundai, Stellantis, ou que l'on développe au fil des sorties constructeurs. Et on a sur un système locatif qui permet aujourd'hui, grâce à un modèle qui est encore fortement subventionné, d'atteindre des TCO compétitifs face à l'électrique pour transiter vers le zéro émission. C'est une solution qui est, on le dit, on le rappelle souvent dans l'hydrogène, hein, mais complémentaire à l'électrique à batterie. On va adresser aujourd'hui différents usages et c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher des sociétés pour qui l'électrique à batterie n'a pas de solution viable au quotidien et pour qui l'hydrogène répond de par le plein très rapide en 3 à 5 minutes et l'autonomie accrue supérieure aux véhicules électriques à batterie. Quels sont les derniers projets? Les projets, on en a beaucoup. Aujourd'hui, comment assurer la montée en puissance? Nous, on poursuit nos développements, bien entendu, sur nos formules locatives. Aujourd'hui, on couple en tout cas notre développement d'infrastructures et le développement des usages, parce qu'on ne peut pas mettre de véhicules à la route sans station hydrogène et on ne peut pas développer des stations sans véhicules à la route. Donc les deux sont fortement liés. Aujourd'hui, sur notre réseau de stations, on distribue plus de 30 tonnes par mois, donc ça représente plus de 11 000 pleins. C'est des chiffres qui sont concrets, qui répondent donc à des usages. Et aujourd'hui, on a un fort besoin de pédagogie sur l'hydrogène. C'est quelque chose qui doit être mis en avant, qui doit être mis à l'essai auprès des flottes entreprises et qui doit être démocratisée. En fait, c'est une solution qui est récente et qui a besoin de démocratisation au quotidien. Et pour cela, on est de nombreux acteurs dans l'hydrogène pour pouvoir assurer cette montée en puissance et travailler ensemble pour continuer à accompagner les gestionnaires de flotte et puis toutes ces entreprises qui sont en recherche de solutions aujourd'hui et en recherche particulière de zéro émission. Merci. Je vais passer maintenant la parole à une autre entreprise qui propose une offre de véhicules clé en main. On a Ovarit Trunk qui est le directeur général d'Illico. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous pour cette deuxième journée, des journées en fait de l'hydrogène dans le territoire. Effectivement, comme vous l'avez décrit, Thomas, nous sommes quelque part en fait chez Illico, le i7Co en fait du poids lourd, et on espère suivre aussi en fait la même trajectoire qu'a vécu i7Co parce que c'est une belle histoire de croissance. Et nous, on a modestement démarré l'année dernière en fait sur ce modèle qui est le modèle donc de l'offre clé en main pour les transporteurs routiers de marchandises, avec bien sûr l'allocation d'un poids lourd, l'accès donc à l'hydrogène dans des stations et tous les ensembles en fait, de services qui permettent l'entretien et la maintenance des véhicules, puisque comme tu le disais Aurélie, ce qui est clé pour donc, un transporteur en fait, ou un artisan, c'est d'avoir en fait, un véhicule qui lui permette de remplir en fait, ses missions et d'avoir un niveau de fiabilité, donc un niveau de service qui soit à la hauteur en fait, des enjeux de nos clients. Cela étant dit, on a une petite spécificité aussi, c'est qu'on a développé notre propre technologie, puisque comme on le sait, l'offre de poids lourds, et ça a été dit hier, notamment chez les grands constructeurs, elle est reportée, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de disponibilité en fait, de poids lourds neufs. Il y a une offre sur un type de segment particulier qui est en fait le véhicule porteur, donc c'est les camions essentiellement donc, avec ce qu'on appelle les fourgons secs ou des caisses frigo qui vont venir livrer par exemple les supermarchés. Et pour tout le reste, on a développé notre propre technologie pour transformer des véhicules, prendre donc des châssis Renault Trucks, de pouvoir les transformer donc de véhicules diesel en véhicules hydrogène. Alors ces véhicules hydrogène, alors on est les premiers donc à savoir su les homologuer, à avoir pu les immatriculer. Ils sont en exploitation commerciale aujourd'hui depuis 1 an. Donc les véhicules qui sont en rétrofit, et on a aussi des véhicules neufs qu'on a importés, qui sont des véhicules coréens qu'on a mis à la route. On a aujourd'hui 4 véhicules en exploitation commerciale, et sur les 5 véhicules que vous avez pu présenter donc, sur les mises à la route de 2024, on a quasiment en fait, l'intégralité de ces véhicules qui sont chez nous. Alors, l'idée en fait aujourd'hui, c'est effectivement de se poser la question, puisque 5 véhicules, ça ne fait pas un marché. Donc, quelles sont les conditions pour pouvoir aller au-delà? J'aurais envie de dire en fait, qu'on est tous, je pense, dans la salle précurseurs sur cette filière hydrogène. On a amorcé le marché en fait pour un certain nombre d'entre nous. i7Co en fait est très bien avancé, c'est une très belle réussite. Dans notre secteur, je pense qu'on aura aussi en fait, de bonnes nouvelles en fait, pour le marché du poids lourd hydrogène, puisque comme vous allez le voir, je pense demain pour ceux qui ont la chance en fait, de rendre visite, donc aussi bien dans nos bureaux
d'études et dans nos ateliers d'assemblage, puis ensuite à la station hydrogène donc de la société Impulsion à Saint-Priest, vous aurez aussi la possibilité de voir en fait un autre acteur donc, qui met à la route pour le compte de ses clients donc un poids lourd hydrogène. C'est pas le nôtre, et donc ça veut dire effectivement que le marché se développe, qu'on a su faire ces conditions, créer ces conditions d'amorçage-là. Mais par contre, comme vous le dites, ça ne suffit pas. Il faut trouver maintenant les conditions pour pouvoir accélérer et passer à l'échelle, massifier et donc développer un marché qui sera intéressant en fait pour toute la filière, puisque moi, étant en fait en aval, je suis persuadé qu'il faut créer en fait une demande pour ce marché-là en hydrogène avec les usages pour pouvoir permettre en fait aux opérateurs, distributeurs, producteurs de pouvoir eux-mêmes en fait s'engager et de pouvoir aussi eux en fait décider de leurs investissements. On a aussi un autre acteur du véhicule qui a fortement accéléré. Rémi Berger est directeur d'innovation du groupe GCK. Le groupe GCK a été créé en 2020 et est composé de 8 sociétés qui ont pour mission la conception, le développement et la fabrication de véhicules intégrant des technologies développées en interne, comme la combustion par exemple. Quel était le chemin parcouru et pourquoi avoir misé sur le moteur à combustion ? Alors, merci pour cette introduction Thomas et bonjour à tous et ravi de participer dans cette table ronde avec mes collègues. Effectivement, le groupe GCK est un groupe relativement récent et contrairement à mes deux collègues précédents, on s'est placé un peu plus en amont dans la filière puisqu'on est vraiment sur le développement de la partie brique technologique pour la mobilité décarbonée. On est dans l'hydrogène certes, on développe aussi des batteries, des moteurs électriques, de la carte électronique, des calculateurs. Enfin, voilà, on est très sur le composant qu'on est capable d'intégrer chez nous dans nos véhicules ou de revendre à d'autres acteurs de la mobilité. On a ensuite une partie véhicule dans laquelle on a une activité, on va dire, plutôt de prototypage de véhicules toute petite série issus de notre historique, issus de Motorsport, mais dans lequel on peut avoir de très fortes valeurs ajoutées et avoir des développements extrêmement rapides. On a présenté par exemple un e-Blast H2, donc qui est un véhicule Dakar avec une pile à combustible qu'on avait déjà présenté à Evolution en 2023 de mémoire. Voilà, donc on a plein de développements technologiques de ce côté-là. Et puis on a la vision qui est un peu plus visible, je pense, dans cette assemblée, qui est le rétrofit industriel de véhicules lourds et intensifs, autocars, véhicules plutôt camions, mais au service des collectivités, dont benne à ordures et Ampli-Roll. Donc on a tous ces développements-là. Et on a aujourd'hui une approche qui est très agnostique technologiquement. Comme je vous l'ai dit, on développe des packs batteries. On a développé une pile à combustible dans le cadre d'un projet de Dameuse, dont le président Pankouk a rappelé hier son existence, mais qui est un développement d'un prototype, d'un démonstrateur technologique qui fonctionne, qui est actuellement en essai sur le circuit de Charade aujourd'hui même. Donc voilà, c'est quelque chose aussi de concret. Et on a également dernièrement pris un parti de développer aussi des motorisations combustion hydrogène. La phase visible a été la Phoenix équipée d'un V8 Corvette transformé à l'H2 qui a été présenté au Mans l'année dernière en roulant et l'année précédente en statique. Donc ça, c'était le premier développement chez nous de combustion hydrogène. Et on a actuellement un autre moteur plutôt orienté industriel, moteur industriel qui est en cours de développement actuellement et qui fera l'objet d'un POC, d'une démonstration avec Keolis dans les mois à venir, qu'on avait annoncé sur Evolution l'année dernière. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Donc agnostiquement technologique et on travaille sur un certain nombre de développements. Et en parallèle de cette motorisation combustion hydrogène, ne pas oublier qu'on a aussi la commercialisation de véhicules qui sont déjà homologués. On a 3 offres d'autocars, donc vous avez pu en voir un à l'extérieur. Donc voilà, différentes offres d'autocars et les bennes à ordures et Ampli-Roll qui arrivent sur la fin de l'année. Donc qui sont des produits qui seront sur étagère et qui sont commercialisés aujourd'hui et dont certains sont déjà commercialisés. On a une perspective un peu plus de 50 véhicules sur la fin de l'année déjà en circulation. Donc on a initié des choses sur le marché de l'hydrogène et on a encore beaucoup de travail. 50 véhicules dont Courchevel et la CCPA. Alors, dont Courchevel, dont les JO de Paris l'année dernière, donc des cas d'usage extrêmement variés. Et chacun, tu l'as mentionné Thomas, chacun des cas d'usage nécessite finalement un dimensionnement spécifique. On part d'une solution diesel qui est quasiment polyvalente et universelle. Et aujourd'hui, on doit composer avec la batterie, avec la pile à combustible d'un certain niveau de puissance, et avec des piles à combustible d'un niveau supérieur de puissance. Tu as mentionné Courchevel, effectivement, où on a fait une expérimentation qui nous a permis de tester un véhicule qui était développé plutôt pour
pour les JO l'année dernière, donc plutôt véhicule pour du périurbain, routier dans la Bosse, donc plutôt plat. Et c'est vrai qu'on l'a mis en service pour alimenter Courchevel avec 1200 mètres de dénivelé et autres. Et là, on a vu qu'effectivement, la nécessité de travailler le véhicule au cas d'usage, même sur un même véhicule pile à combustible, en fait, où on voit que les besoins en puissance, si on veut optimiser économiquement le véhicule dans son usage, eh ben, il faut qu'on travaille sur l'adéquation entre le contenu technologique du véhicule et son cas d'usage, tout en gardant à l'esprit qu'un choix de véhicule doit être le plus polyvalent possible. On ne choisit jamais son véhicule par un cas d'usage extrême ou moyen, et donc il faut à chaque fois qu'on adapte ce contenu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on est agnostique, on est capable de faire du 100% électrique batterie, de la pile à combustible petite puissance, pile à combustible grande puissance, et bientôt de la combustion hydrogène. Merci. Donc là, on a eu trois fabricants qui offrent des véhicules hydrogène, mais dans ces véhicules hydrogène, il faut mettre de l'hydrogène. Donc je vais me tourner vers les fabricants de stations. On a par exemple l'entreprise Tuyauterie Service Maintenance qui a été créée en 2004, qui s'est renommée Hydrogen Refueling Solution en 2020, et avec un site construit en 2024, enfin inauguré en 2024 à Champagny, non loin de Grenoble. Olivier Dez est le directeur général. Pourquoi une entreprise de tuyauterie s'est tournée vers l'hydrogène et quel est actuellement le développement de l'entreprise? Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Donc oui, TSM, comme il a été dit, a été créé en 2004. Société qui est basée à côté de Grenoble et spécialisée dans la tuyauterie industrielle. On a la chance que sur le bassin grenoblois, on a pas mal d'acteurs du gaz, de l'hydrogène. Et donc, on a eu pas mal d'activités, dont une activité hydrogène avec le groupe Air Liquide. Et on a assemblé les stations Air Liquide entre 2009 et 2019, donc ce qui nous a aussi mis un pied dans la station hydrogène. Et 2021, fin 2019, début 2020, un changement stratégique de la société a été opéré pour aller vers le design, la fabrication, l'installation, la mise en service, mais aussi la partie service, parce qu'aujourd'hui, une station hydrogène comme un véhicule, c'est bien, mais comme dans tout objet qui est utilisé, il faut l'accompagner aussi dans sa partie service. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu naturellement d'aller vers la station hydrogène. Et pour financer cette évolution, on a fait une introduction en bourse, puisque la société maintenant est cotée sur Euronext. Et ça a été fait en février 2021. On en est très content, ce qui nous permet aujourd'hui d'accompagner le développement, d'avoir pu financer une usine, puisqu'on a une usine qui fait maintenant 10 000 m² de halles de production, qui a une capacité de production d'à peu près un peu moins de 200 stations par an. Et donc aujourd'hui, on est prêt pour accompagner cette filière hydrogène et déployer des stations pour accompagner le développement des véhicules. Et à ce titre, HRS, entre 2021 et aujourd'hui, on a déjà déployé 29 stations. Ces stations aujourd'hui ont délivré déjà 160 tonnes d'hydrogène, on fait à peu près 200 000 pleins. Donc voilà, donc c'est le début d'une nouvelle histoire et l'objectif, c'est d'accompagner tous ces véhicules qui vont être sur la route et d'accompagner aussi tout type de véhicules. C'est ce que vous introduisiez au début, c'est qu'il y a les véhicules légers, il y a les véhicules lourds, il y a les véhicules rétrofités. Et aussi, un des enjeux des stations, c'est de pouvoir accompagner ces nouveaux véhicules et de pouvoir être polyvalent parce que il faut s'adapter aussi parfois au développement et à ce que font les constructeurs de véhicules. Et dans ces véhicules, il y en a un en particulier qui n'est pas routier, c'est le chariot élévateur. Tout à fait. Donc ça, c'est une particularité aussi chez HRS, c'est qu'on accompagne aussi la mobilité, j'allais dire, chariot élévateur. Aujourd'hui, on a déjà 7 stations qui sont opérées sur des sites de logistique. C'est vrai que c'est une mobilité qu'on ne voit pas, mais qui représente un usage 24/7/7. Et aujourd'hui, dans les stations qui sont opérées par nos clients, c'est celles qui compriment le plus d'hydrogène aujourd'hui. Oui. Et qui sont même en avance sur les autres mobilités. J'en rappelle, on avait fait un... Oui, pour donner des ordres de grandeur, les stations en moyenne aujourd'hui sur notre parc, on est à peu près à
je dirais 1 tonne par mois distribuée. Et ces stations chariot-élévateur sont des stations qui sont dans le top 3 de la quantité d'hydrogène qu'on délivre. Bravo. Je me tourne vers la deuxième entreprise qui fabrique des stations d'hydrogène. Donc là, on monte un petit peu au nord dans la vallée. Attaway a été créé en 2012 sur les berges du lac du Bourget. Attaway accompagne ses clients en 360 dans leur projet hydrogène, avec en particulier la fabrication de plusieurs gammes de stations allant de 300 kg à 2 tonnes par jour. Dernier projet en date, le projet Harvey en vallée de l'Arve. Où en est Attaway et pouvez-vous nous parler de vos derniers projets? Très bien, merci Thomas. Merci aussi aux Journées Hydrogène pour cette invitation et la participation à la table ronde, et merci à l'ensemble des participants. Donc Attaway, je pense que dans la salle, vous connaissez, mais globalement, on est fabricant de stations hydrogène à l'instar d'HRS. Donc on est clairement engagé comme entreprise à mission pour décarboner la mobilité hydrogène. Et aujourd'hui, on se base sur une expertise technologique déjà. On a une cinquantaine de stations qui ont été fabriquées, installées et mises en service par Attaway, qui sont présents soit en France, soit en Europe. On a aussi un fort savoir-faire industriel. Donc, comme vous le savez, l'an dernier, on a fait l'acquisition de la division station de McPhy, ce qui nous a permis d'accélérer très rapidement sur notre implantation industrielle. Historiquement, Attaway a grandi du côté de Chambéry. Donc maintenant, on a aussi cette usine ex-McPhy qui est basée à Grenoble, qui nous permet d'avoir une capacité de production d'environ 80 stations par an, et notamment avec des bancs de test qui nous permettent de tester en parallèle jusqu'à 4 stations dans les conditions vraiment d'utilisation sur le terrain. Ensuite, l'élément très important aussi, c'est nos collaborateurs. Donc Attaway, c'est une société qui a 12 ans, comme on disait tout à l'heure. Certains collaborateurs sont là depuis le début, donc on a développé un savoir-faire, une expertise très importante qui nous permet aujourd'hui de continuer à grandir et évidemment d'assurer et d'accompagner la montée en puissance de la mobilité routière. Au niveau du chemin parcouru, on a connu une croissance ces dernières années extrêmement rapide, avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 6 en 2 ans. Donc on est passé de 3 millions d'euros en 2022 à 18 millions d'euros l'année dernière. Donc évidemment, ça ne se fait pas sans difficulté, ça ne se fait pas sans adaptation. L'adaptation, on l'a faite sur plusieurs dimensions. Déjà, évidemment, l'offre de produits, la mobilité hydrogène, et c'est vrai qu'on s'interroge aujourd'hui sur comment assurer la montée en puissance, mais si on regarde les 15 dernières années, je dirais qu'il y a déjà eu une montée en puissance, puisqu'il y a une dizaine d'années, la mobilité hydrogène, on parlait de vélo, on parlait de LDV. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ces éléments-là, même si on a l'offre i7Co évidemment sur la partie LDV, mais on est clairement plus axé sur la mobilité intensive. Et donc, nous, en tant que fabricant de stations, la conséquence, évidemment, c'est de devoir adapter l'offre de stations. Tout à l'heure, Rémi mentionnait le test du car à Courchevel. Donc, c'est un car qui s'est ravitaillé dans la station hydrogène Attaway qui est basée à Moutier, donc dans la vallée, juste en dessous de Courchevel. Et c'est une station qui avait été mise en service pour le réseau Impulsion il y a 5-6 ans, plutôt adaptée LDV. Et donc, pour permettre l'avitaillement du car qui est monté à Courchevel, on a fait un rétrofit de la station. Et donc, je dirais sur la partie offre de produits, on développe des nouvelles stations pour s'adapter aux nouveaux usages, mais on est aussi capable de venir rétrofiter les installations existantes. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Autre élément, et évidemment, on fait un peu la même chose. Donc on voit à peu près les mêmes éléments, mais la partie service, pour nous, est un élément très important. L'idée, c'est pour le client d'optimiser l'utilisation de la station et d'en réduire le coût. Donc on en parlera tout à l'heure, j'imagine, puisque c'est un élément important dans la montée en puissance. Et aujourd'hui, on essaye d'optimiser la station, entre guillemets, by design, donc dans le CAPEX, mais aussi dans les OPEX. Donc en essayant de favoriser une maintenance qui sera beaucoup plus efficiente en coût. Et on travaille aussi beaucoup sur la mise en place d'une offre de formation. On a la conviction que si les personnes qui maintiennent au quotidien la station sont bien formées à son utilisation, la durée de vie de la station sera bien plus longue. Donc c'est vraiment un élément qu'on est en train de
de mettre en place via la création de l'Ataway Academy. Comme vous le savez tous, je pense, on est dans un marché compliqué, donc on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on essaye, il faut qu'on continue à se déployer. On travaille beaucoup sur la fiabilité des équipements. Je pense qu'il y a aujourd'hui en France ou en Europe trop de stations qui ne fonctionnent pas ou mal. Donc en tant que fabricant, on est engagé pour fiabiliser les équipements, parce que si on n'arrive pas à atteindre un taux de disponibilité qui sera équivalent à celui qu'on retrouve dans le thermique, je pense que ça sera un frein évidemment à la montée en puissance de la mobilité routière. Donc c'est vraiment l'élément central qu'on essaye qu'on met en avant et sur lequel travaille l'ensemble de nos équipes. En parallèle, on travaille énormément sur le TCO des stations, donc j'en parlais, en réduisant les CAPEX, en réduisant les OPEX, en favorisant la formation. Mais le TCO, c'est aussi la consommation énergétique. Donc tous ces éléments-là, on les prend en compte dans la conception des nouvelles stations. Donc c'est des éléments importants de développement. Pour répondre rapidement à ta question, Thomas, sur les projets. Donc aujourd'hui, on continue à accompagner des acteurs de référence. Donc dans la région, évidemment, on a tous en tête le réseau Impulsion. Dans les 2-3 prochains mois à venir, on va mettre en service 4 stations pour le réseau Impulsion. Donc une à Cournon, une à Annecy, une à Valence et une à Salaise. Donc ces 4 stations, ce sont des stations, j'aime souvent dire, c'est un condensé de technologie. C'est pour nous, on va dire, ce qu'on sait faire de mieux, entre guillemets. C'est des stations qui sont capables de délivrer plus d'1 tonne par jour et qui vont aider et accompagner la mobilité, le développement des cars dans la région. En parallèle, on travaille aussi sur d'autres offres, bon, évidemment des projets en France et en Europe. Donc, comme vous l'avez sans doute lu récemment dans la presse, on a annoncé une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros en capital, qui nous permet aussi, qui nous donne des moyens solides pour pouvoir accélérer. Et pour nous, l'accélération, c'est évidemment tout ce que j'ai pu dire avant, mais également un déploiement un peu plus accentué en Europe et à l'international pour se déployer plus rapidement et se développer et favoriser la mise en place de ces fameux corridors hydrogène dont on parle beaucoup en Europe. Merci. Merci. Donc la station véhicule, on avait la partie visible de notre écosystème et aussi une partie invisible qui est tout aussi importante, c'est la partie réglementation. On a Bénédicte Montoya qui est chef du bureau des risques des industries de l'énergie et de la chimie dans la Direction générale de la prévention des risques. Quel est l'état actuel de la réglementation en matière d'utilisation de l'hydrogène dans les mobilités et quelles sont les actions en cours? Oui. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a un gros développement de la filière hydrogène que le gouvernement appuie. Et donc la question est de s'assurer que le développement dépend aussi de notre capacité à nous adapter et adapter à la fois le cadre technique et le cadre réglementaire de manière à garantir les enjeux de prévention de risques qui sont le cœur de nos politiques publiques côté des GPR. Donc en termes d'état des lieux de la réglementation sur les mobilités, ce sont des installations qui relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc c'est un cadre qui est fixé par le Code de l'environnement et notamment sous la rubrique 14-16. Donc ce sont des installations qui sont soumises à déclaration. Donc c'est le régime le plus bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de dossier d'autorisation à déposer au préalable avec l'attente d'une instruction et d'une autorisation, mais une déclaration en préfecture. Cette rubrique-là avait fait l'objet de travaux en 2018, donc effectivement, il n'y a pas si longtemps, mais en même temps, il y a longtemps aussi pour l'hydrogène, parce que du coup, depuis 2018, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc on a un arrêté ministériel qui fixe un cadre technique qui s'applique aux véhicules terrestres, qui avait été établi à l'époque sur la base d'une étude générique qui avait été faite par l'INERIS, à partir de données fournies par la filière, et qui fixe un débit maximal de distribution à 120 grammes par seconde. Parce qu'à l'époque, c'était l'état de l'art des installations de distribution.
Et en complément de cette rubrique qui est vraiment spécifique aux activités de distribution, on a une autre rubrique qui est plutôt liée à la quantité d'hydrogène présente, qui est une rubrique qui découle de la directive Seveso, donc qui va couvrir tout ce qui est utilisation, stockage, mise en œuvre d'hydrogène. Donc, dans la suite de la première stratégie nationale de l'hydrogène, on a signé une feuille de route entre la DGPR et France Hydrogène en 2021 qui avait pour objectif de faire un peu le diagnostic des besoins d'évolution réglementaire et des priorités d'action. Concernant la distribution d'hydrogène, il avait donc notamment été décidé de réviser l'arrêté de 2018. D'une part pour tenir compte du retour d'expérience et des évolutions de technologie qui sont intervenues et qui interviennent encore, d'anticiper le déploiement de la mobilité lourde et les besoins notamment d'augmentation du débit de distribution. Et enfin aussi adapter cet arrêté pour les autres mobilités, notamment ferroviaires, maritimes et fluviales, ainsi que pour les développements de stations temporaires pour les événements, etc. Donc on a, à la suite de cette signature de feuille de route, mis en place un groupe de travail donc dès 2022 qui est toujours en cours et vivant et actif. Donc il rassemble bien sûr des représentants de la DGPR, de mon bureau, des représentants de France Hydrogène, avec un certain nombre d'adhérents qui sont associés aux travaux pour apporter les éléments techniques, et les représentants de l'INERIS qui, notre expert et notre appui technique pour mener ces travaux. On a eu un grand nombre d'échanges et de réunions qui ont permis à la profession, d'une part, de partager les données, que ce soit sur la description des installations, les caractéristiques, les barrières de sécurité qui peuvent être en place, à l'INERIS de modifier et compléter les données qui avaient été acquises pour l'étude faite pour 2018 et de l'actualiser, de faire des nouvelles modélisations, de faire de nouvelles expertises et donc d'avoir une nouvelle étude plus globale. Et en ce qui nous concerne, de transcrire les résultats de cette étude par un projet d'évolution de l'arrêté ministériel. Par rapport aux évolutions, comme indiqué, un des principaux points, c'est d'appliquer l'arrêté, d'étendre et de l'adapter aux autres mobilités, qui soient ferroviaires, fluviales ou maritimes, et aussi d'introduire une possibilité d'adaptation spécifique par arrêté préfectoral. Donc ça, c'est plus pour anticiper les éventuelles évolutions, les cas particuliers qu'on perçoit par les évolutions technologiques. Et notamment pour les futures évolutions de plage de débit, de pression ou de capacité. L'arrêté, en tant que tel, le projet va permettre du coup une augmentation des débits de distribution, et en conséquence, on va avoir une actualisation des dispositions techniques, que ce soit les distances d'éloignement, d'isolement des installations, de manière à protéger les riverains de ces installations-là si jamais un événement devait intervenir, mais également les dispositions relatives à la conception et aux barrières de sécurité, de manière à garantir le niveau de sécurité sur ces installations-là. Donc ce travail-là, il est fait en concertation avec les représentants de la filière pour tenir compte à la fois de ce qui existe et en même temps avoir ces évaluations de fiabilité et d'efficacité. Et les derniers points, c'est les principaux items, hein. On a des dispositions sur les règles d'exploitation, et notamment les cas particuliers en l'absence de protocole validé, de remplissage sans protocole validé, de dire qu'à défaut c'est sous la surveillance directe d'un opérateur. Et enfin, on aura aussi des dispositions transitoires qui doivent être finalisées par rapport à l'application de ces évolutions sur les installations existantes. Donc, voilà pour l'état actuel des travaux. J'en dirai quelques mots à la fin sur l'état d'avancement et les perspectives. Merci pour ce panorama. Donc là, on a eu un petit aspect réglementaire, donc ça fait venir la question de la sécurité. Est-ce que pour les fabricants de stations et les fabricants de véhicules, le sujet de la sécurité, c'est un frein au déploiement de la mobilité hydrogène ? Alors un frein, non, c'est une contrainte qu'on prend en compte, qu'on applique.
parce que on veut tous que nos installations soient conformes et sécuritaires, parce que c'est quand même aujourd'hui des installations qu'on met en œuvre, qui sont mises en œuvre et qui sont opérées par tout public. Donc il faut que ces installations respectent tout à fait les réglementations et on prend en compte bien sûr dans toutes nouvelles installations et dans toute conception toutes les conformités réglementaires. Je pense que par contre il y a un enjeu aujourd'hui parce que comme pour Attaway, il y a un enjeu d'aller pas seulement en France mais aussi à l'international, et il y a un enjeu que ces réglementations soient le plus normées sur la plus grande géographie possible, parce que à chaque fois ça veut dire des études, ça veut dire des conceptions, ça veut dire des adaptations, et c'est ça aussi un enjeu pour le déploiement, c'est que quand on déploie en France, il faut aussi qu'on puisse déployer en Italie, en Espagne et dans d'autres géographies. Donc c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, je dirais que la sécurité fait partie des choses à mettre en œuvre et qu'on met en œuvre dans toutes nos installations. Pour compléter, évidemment, je ne suis pas en désaccord avec Olivier. Je dirais que la sécurité est devenue l'élément primordial dans la discussion qu'on peut avoir avec les développeurs de projets. Hein. Ça veut dire qu'on démarre par là, on finit par là. C'est l'élément qui est central. C'est la colonne vertébrale de toute conception, de tout déploiement. Alors, est-ce que c'est une contrainte, est-ce que c'est un frein? Bon, après, on peut débattre sur les mots, mais je dirais que c'est surtout quelque chose qu'il faut qu'on embarque avec nous. Je suis d'accord, l'internationalisation complexifie encore plus cette dimension-là, puisqu'il faut qu'on arrive à comprendre les dimensions sécuritaires de l'ensemble des pays sur lesquels on veut se déployer. Mais par contre, voilà, c'est un élément extrêmement central dans nos réflexions, que ce soit en conception, en fabrication, en déploiement, en installation, etc. Direction côté constructeur, parce que côté station, vous manipulez de grosses quantités d'hydrogène. Côté constructeur, bon, on voit que là, la réglementation concerne principalement le déploiement sur les stations. Moi, je retiens les chiffres, on évoquait avec mon voisin, le 300 grammes seconde, bon, qui est peut-être pas un besoin marché aujourd'hui, mais qu'il faut se rendre compte quand on parle de mobilité intensive, nous donne une capacité équivalente de recharge électrique de 35 mégawatts de puissance. Donc pour ceux qui parlent un peu, donc on voit les enjeux qui sont accessibles avec ces nouvelles réglementations. Ça nous permet de faire un plein de 60 kg d'hydrogène en 4 minutes. Donc c'est des perspectives qui sont super intéressantes. Maintenant, techniquement, il y a d'autres contraintes derrière aussi. Sur le véhicule, on a nos propres réglementations, notre propre certification au véhicule, donc ils sont en complément de la partie station et ravitaillement. Donc tout ça avance avec l'expérience, avance avec les retours et les évolutions technologiques des composants en eux-mêmes. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et la sécurité, c'est clair, on veut éviter le GPL, le coût du GPL, donc tous les éléments de sécurité qui permettent de garantir un déploiement sûr, efficace et surtout en anticipation, qu'on continue de les évolutions des véhicules, en évolution des stations est primordial. Vous avez une réaction, Aurélie, ou pas? Je vous ai vu, Nous, chez i7Co, on s'appuie sur de forts partenariats constructeurs. On ne fait pas de rétrofit comme mes confrères à ma gauche chez GCK Illico. Mais côté constructeur, bien entendu, niveau sécurité, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des véhicules. Aujourd'hui, c'est primordial. On a quelques expériences historiques avec d'autres énergies qui nous mettent en alerte et voilà, sur lesquelles les constructions aujourd'hui de véhicules hydrogène sont fortement réglementées et les mesures nécessaires sont prises en termes de sécurité envers l'usager final. Oui, bien sûr, c'est un retour que l'on a souvent de la part d'un usager final, d'une société, d'une personne physique en tout cas, voilà, où on a quand même cette image historique un petit peu de l'hydrogène. Est-ce qu'on a une sécurité sur l'hydrogène? Mais oui, aujourd'hui, on a des véhicules qui sont conçus pour, on a une sécurité accrue sur les stations, on est quand même dans un pays où on a une réglementation assez forte qui permet de garantir voilà, toute la sécurité nécessaire sur les véhicules et les stations. Et aujourd'hui, on avance avec cette contrainte au quotidien et c'est primordial pour développer l'hydrogène à grande échelle. D'accord. Peut-être un petit point oui, sur cette partie sécurité. Ce qu'on voit par moment, c'est des interprétations des réglementations qui peuvent être différentes d'une zone, même en France, hein, du nord de la France au sud de la France. Il y a certaines interprétations par les directions réglementaires qui sont des fois
pas en harmonie. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut arriver à essayer d'harmoniser, c'est-à-dire que quand on autorise quelque chose quelque part, on puisse l'autoriser ailleurs. Ça, on l'a déjà remarqué. Ou quand il y a des choses qui sont mises en œuvre et qui ont été validées, des fois, il ne faut pas revenir sur... alors, on sait bien que les réglementations, elles avancent, on essaye d'être toujours plus sécuritaire, mais il y a des moments, c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre les gens sur le terrain qui viennent faire les certifications, parce que des interprétations qui peuvent être un peu des fois différentes. Il y a aussi des interprétations au niveau multinational. Parce que vous avez déjà implanté une station dans les Émirats Arabes Unis. J'imagine que c'est pas. Oui, tout à fait. Après, voilà. Après, ça, c'est tout l'enjeu de l'internationalisation. C'est vrai que quand on est obligé de s'adapter, d'essayer de coller au mieux aux besoins, comme on expliquait. Je veux dire, dans un projet, la sécurité fait partie du début à la fin de la discussion, et d'expliquer aussi tout ce qu'on met en œuvre, de montrer que des fois, on suit une réglementation française et vous allez avoir une réglementation espagnole qui va être, c'est pas le même numéro, mais en fait, au final, on en a la même chose. Donc, c'est d'arriver à expliquer qu'on est conforme aux réglementations, parce que finalement, on se rend compte que les enjeux de mettre en œuvre l'hydrogène vont être les cas d'usage, les enjeux, la sécurité, en fait, est un peu la même partout. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir concaténer et de partager le retour d'expérience quand il y a des accidents ou des presque accidents. Ça aussi, je pense que c'est important que la filière puisse partager ce retour d'expérience pour faire grandir la filière, et que aussi la partie réglementaire puisse se nourrir de ça pour pouvoir en tenir compte. Non, je voulais juste commenter par rapport à ça, parce qu'on parlait du réglementaire, et c'est vrai qu'il y a le réglementaire, mais après il y a aussi l'expérience, l'expertise, l'opérationnel, et c'est vrai que quand on met en place un élément de sécurité, parce qu'à la base il était réglementaire pour tel ou tel pays, mais qu'on se rend compte qu'il est extrêmement important, c'est vrai qu'on se dit autant le standardiser sur l'ensemble des stations où qu'elles aillent, même si le réglementaire du pays concerné ne le demande pas, parce que quelque part, ce qu'on veut éviter, c'est évidemment un incident de sécurité qui serait catastrophique. Donc c'était en complément de ce que tu disais, Olivier. Et donc la solution, c'est la standardisation. Donc on a fini sur le sujet sécurité. Maintenant, on va passer au levier à actionner pour passer à 70 000 véhicules. Alors quand on pense au levier, moi ça me fait penser à une image de jeu vidéo sur quel boost rouler pour accélérer sur l'hydrogène. Donc, en fait, on a vu tout à l'heure que l'hydrogène, c'est fait pour les mobilités intensives. Et donc, qui dit mobilité intensive, dit fiabilité et surtout rentabilité. Donc, la question, c'est comment diminuer le TCO d'un véhicule hydrogène. Ce TCO, c'est à la fois au niveau du véhicule et aussi au niveau de la station. Comment, fabricant de station, quels sont les leviers sur lesquels vous allez jouer pour diminuer le prix à la pompe ? Alors, je pense que Geoffroy en a un peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a deux leviers sur lesquels on peut agir. Ça va être le prix de la station. Dans le prix de la station, il y a deux grandes parties. Il y a les composants qu'on va acheter. Donc ça va être nos fournisseurs avec lesquels on essaye de travailler le plus possible pour essayer d'avoir des prix qui baissent. Et après, il y a l'autre partie, c'est la réalisation. Et ça, c'est toute la partie industrialisation et optimisation de production. Après, bien sûr, un autre enjeu, ça va être la standardisation, parce que si on veut pouvoir demain baisser les coûts, il faut qu'on aille vers une certaine standardisation. Ça, je pense que pour les constructeurs de véhicules, c'est la même chose. C'est en standardisant et qu'on va arriver, en faisant du volume, qu'on arrive à faire baisser les prix. Donc après, je pense que ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'aussi au niveau des demandes et des besoins, on arrive à aller vers quelque chose, la station entre guillemets standard et normée, qui permettrait aux constructeurs de pouvoir proposer des solutions avec derrière de pouvoir négocier des volumes avec les fabricants. Et puis l'autre point qui avait été aussi abordé par Geoffroy, c'est les coûts d'opération. Et là aussi, il y a certainement un chemin à accomplir, parce que l'enjeu d'une station, c'est quand quelqu'un arrive, c'est de faire le plein le plus vite possible.
Mais quand on veut faire le plein le plus vite possible, je pense qu'on est tous dans l'hydrogène, mais faire un plein rapidement, ça veut dire produire du froid. Et la production de froid, ça coûte cher. Donc, comment on produit le froid, à quelle performance on accepte de faire le plein. Et c'est clair que si vous avez une voiture qui passe par jour, c'est pas pareil que si demain on a 100 voitures qui passent par jour sur la station. Donc, aujourd'hui, on est dans cette phase d'accélération. Et nous, on travaille sur comment optimiser la partie CAPEX, mais surtout la partie opération et comment réduire les coûts d'opération. Sans oublier, bien sûr, la partie service. Donc, en complément sur la partie fabricant de station, c'est sûr que sur la partie CAPEX, moi je vais revenir dessus, mais plutôt sur l'optimisation de la station par rapport au cas d'usage. Tout à l'heure, Thomas, tu présentais les mobilités routières avec un S. Et c'est vrai que la station optimum pour i7Co, ce n'est pas la même station que la station optimum pour Helico ou la même station optimum pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai que nous, on a une approche très en amont par rapport au cas d'usage et par rapport à la demande du client, d'essayer d'optimiser, d'équilibrer en fait les différents composants d'une station qui est compression, stockage, distribution. Et donc, finalement, on peut travailler plus sur la compression, plus sur le stockage, plus sur le froid de distribution. Mais quelque part, il y a un optimum qui se fait et qui permet d'avoir une station qui est adaptée à un cas d'usage et adaptée aux contraintes spécifiques. Ça peut être des contraintes environnementales, de bruit, de foncier, etc. Donc ça, c'est un élément qui me semble déterminant, mais qui n'est pas incompatible avec la massification. Parce que nous, on travaille sur, on va dire, une base de briques standard. Et ensuite, par rapport aux besoins, on essaie d'aller piocher dans ces différentes briques pour assembler la station qui, en CAPEX, va être le plus optimal pour le client par rapport à ses contraintes. Sur le côté OPEX, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est sûr que dans la maintenance, aujourd'hui, on a encore des coûts de maintenance qui, comparativement à d'autres types de stations, dans d'autres types d'énergie, semblent assez chers. Donc c'est sûr qu'en travaillant sur la fiabilisation et la robustesse des équipements en amont, on va être capable de un petit peu réduire les coûts de maintenance et notamment toute la partie préventive. Donc c'est vraiment des éléments un petit peu en complément. Des réactions côté fréquence de véhicules? Dans l'ordre, de droite à gauche. Sur la partie flotte de véhicules, on a les mêmes contraintes, enfin peu importe le côté, on a besoin d'une économie d'échelle. Aujourd'hui, les constructeurs, bien entendu, que lorsqu'on aura des milliers de véhicules fabriqués chaque mois ou chaque année par un constructeur plutôt que moins de 1000, effectivement, on aura des économies d'échelle qui vont venir. Les économies d'échelle sur station, elles vont se faire aussi par rapport à l'intensification des usages. Donc aujourd'hui, on a une vraie nécessité de travailler ensemble, opérateurs de stations, loueurs de véhicules, et constructeurs, enfin l'ensemble de la filière hydrogène, pour pouvoir atteindre ces économies d'échelle. Et pour cela, il faut miser sur l'avenir, il faut miser sur demain. Et aujourd'hui, on est contraint, mais c'est assurer notre avenir aussi, d'aller chercher des coûts les plus compétitifs possibles, voilà, en ambitionnant les volumes de demain pour que l'on puisse atteindre des TCO qui soient acceptables pour les usagers d'aujourd'hui, avec les avantages qu'offre la mobilité hydrogène. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est quand même quelque chose qu'on met en avant et qui se valorise auprès d'une société. Le zéro émission, le pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, une mobilité décarbonée, des véhicules modernes qui répondent à leurs usages. Et aujourd'hui, c'est toute l'ambition et ce sur quoi travaillent les constructeurs pour que l'on puisse avoir des véhicules qui répondent aux usagers et qui soient massifiés dans les usages pour que l'on puisse atteindre des coûts qui soient de plus en plus compétitifs au fil des années. Massifier et fiabiliser aussi. Oui, dites-moi, Thomas. Faut que les véhicules soient fiables pour qu'un transporteur puisse avoir confiance en son utilisation. Complètement. Sur les premiers véhicules qu'on a pu mettre à la route, donc on arrive à l'année d'exploitation. Aujourd'hui, en exploitation commerciale, on a des véhicules qui travaillent 5 jours sur 7, d'autres 6 jours sur 7, puisque pour la grande distribution, il faut aussi en fait livrer les supermarchés le samedi.
Et on a un très beau taux de disponibilité sur ces véhicules, aussi bien en rétrofit qu'en neuf, ce qui prouve aussi en fait que la technologie hydrogène est en avance dans son développement par rapport aux technologies en fait batterie qui ont mis plus longtemps en fait à arriver sur le poids lourd. Donc d'un côté, on a un véhicule qui fonctionne, donc on est effectivement dans les niveaux de fiabilité qui sont attendus. On est dans les cas d'usage, c'est ce que vous avez décrit. On est sur les besoins en fait énergétiques en fait importants, donc soit de grandes autonomies. Donc là aujourd'hui, nos véhicules font 400 km chargés 40 tonnes, donc tracteur semi-remorque avec 40 tonnes sans aucun problème. On est chargé en matériaux de construction. On fait dans la journée sur un plein en fait ces 400 km. On est aussi en fait sur des véhicules donc qui fonctionnaient en 2/8 dans la journée, permettre au transporteur d'optimiser en fait la rentabilité donc de son investissement qui est le véhicule, et donc on a des véhicules qui bénéficient en fait des avantages de l'hydrogène et que vous avez mis en avant, c'est la rapidité en fait de remplissage, et ça c'est un élément clé en fait dans le secteur du transport de marchandises, puisque sur les tournées en 2/8 voire en fait à terme en 3/8, on a des remplissages qui se font clairement en fait une vingtaine de minutes, donc c'est prouvé, vous faites le plein en fait d'un poids lourd pour faire vos 400 km en fait en 20 minutes, et ça c'est un vrai avantage par rapport en fait à des solutions électriques à batterie, et on est bien en bonne complémentarité en fonction en fait des cas d'usage. Maintenant, la question que vous posez, c'est effectivement comment accélérer, comment faire en sorte que, après avoir amorcé, on arrive à passer à l'échelle, comment on arrive à massifier. Dans le secteur du transport routier de marchandises, on va reprendre en fait la mathématique de l'hydrogène telle qu'elle a été abordée, je crois, hier. Il y a déjà eu une mathématique de l'hydrogène hier. On va prendre la mathématique de l'hydrogène pour le transport routier de marchandises. Alors, ce que tu disais Aurélie, c'est effectivement la question qui est clé, tient en 3 lettres, c'est le TCO, donc le coût de détention. Souvent, en fait, pour un transporteur routier de marchandises, il doit en fait utiliser donc un matériel roulant, donc son camion, et il doit donc amortir en fait le capex d'acquisition du véhicule et bien sûr les OPEX. Et les OPEX, c'est à la fois le carburant en fait et la maintenance. On est en fait sur un véhicule nouvelle technologie. Sur le bénéfice en fait, des nouvelles technologies, va se voir au niveau en fait, de la maintenance. Et ça, je pense que Rémi, tu le démontreras. Lorsqu'on est effectivement sur des motorisations électriques, on a des coûts de maintenance moindres. Donc on a un gain là en fait, sur le TCO, mais ça reste en fait, une part minime en fait, du TCO. Lorsqu'on est aujourd'hui sur les échanges avec les transporteurs, pour qu'ils puissent passer à l'hydrogène, avec leurs chargeurs, donc leurs donneurs d'ordre, ceux qui leur commandent la prestation de transport, il y a besoin d'avoir une compétitivité CAPEX plus OPEX sur l'usage en fait, de l'hydrogène. De façon normative, si vous voulez, un transporteur va aujourd'hui dire, par exemple, plus ou moins, suivant les calculs, suivant les missions, 1 € en fait, du kilomètre de détention CAPEX-OPEX. En diesel, aujourd'hui, en fait, lorsqu'il veut passer à l'hydrogène, il a souvent des chiffrages entre 2 et 3 € en fait, du kilomètre. Donc on est sur des solutions début en fait, de chaînes industrielles qui sont relativement chères, du fait en fait, du prix des véhicules et du fait du prix en fait, des énergies. Alors, on a pu travailler en fait sur la question CAPEX, donc sur la question CAPEX pour pouvoir justement en fait voilà baisser en fait le prix des véhicules. D'un côté, on est aidé aujourd'hui en fait par l'ADEME qui, je pense, joue parfaitement son rôle en fait en début d'industrie pour aider en fait au développement en fait de ces technologies-là et au développement de ces usages. Donc on bénéficie en fait pour une 50 de véhicules sur 2 écosystèmes Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à entre 200 et 250 000 € par véhicule sur les CAPEX, qui permettent en fait voilà aux transporteurs lorsqu'il vient louer en fait nos véhicules de bénéficier en fait pleinement en fait de cette aide-là. Et donc on va retomber en fait sur des facteurs par exemple par rapport à l'euro du kilomètre, voilà normatif en fait sur le diesel par exemple, on va retomber en fait sur l'euro 50 en fait, du kilomètre. Donc ça, c'est intéressant, mais on reste toujours plus 50% en fait, par rapport au diesel. Le CAPEX, avec en fait, voilà, le carnet de commandes en fait, qui s'alimente, on est capable de retourner voir les fournisseurs et donc de pouvoir travailler avec eux, comme vous le dites, de passer à l'échelle, d'avoir des engagements et donc d'abaisser en fait, le coût des composants. Donc à terme, lorsqu'on aura passé en fait, le cap de la 50aine de véhicules qui sont aidés, on arrivera en fait, à se prendre en main au niveau de l'industrie pour avoir un CAPEX du véhicule qui nécessite en fait, de moins en moins d'aide en fait, de la part des pouvoirs publics pour pouvoir mettre à la route des véhicules, et on va trouver notre économicité là. Aujourd'hui, en fait, l'équation qu'on arrive très peu à résoudre, et c'est pour ça qu'on travaille avec les producteurs d'hydrogène et les distributeurs d'hydrogène, c'est de savoir en fait, gérer correctement ce prix de l'hydrogène à la pompe pour absorber, alors toujours dans notre cas normatif, en fait, ce 50 centimes qui nous manque pour être à la référence diesel. Certains en fait, ont raison en fait, d'argumenter en disant dans le secteur des mobilités aujourd'hui, si vous comparez tout au diesel et que dans le diesel aujourd'hui, on ne chiffre pas l'externalité en fait, du diesel, bien sûr, en fait, on n'arrivera jamais à atteindre 7 € en fait, du kilomètre, toujours en fait, normatif diesel. Malheureusement, en fait, dans le secteur du transport routier de marchandises, ils sont fixés sur ça, puisque par rapport en fait, à leurs donneurs d'ordre, ils ne sont pas encore en fait,
totalement convertis au passage en zéro émission parce qu'ils ont besoin de savoir combien ça leur coûte par rapport en fait, à leur budget actuel en fait, sur le diesel, donc ils maintiennent en fait, ces références diesel. Donc l'idée est de savoir comment en fait, on peut travailler en fait, le prix du carburant pour pouvoir permettre justement à nos transporteurs d'être le plus proche possible, d'avoir en fait des solutions qu'ils peuvent exploiter et surtout en fait ne pas perdre en compétitivité par leur donneur d'ordre. Lorsqu'on travaille avec les producteurs et les distributeurs, le premier sujet c'est le niveau d'engagement, aussi bien en volume et en durée. Donc forcément ça permet aussi en fait aux opérateurs, distributeurs, fournisseurs qui eux sont des modèles en fait contractualisés d'engagement quasi ferme, ça leur permet en fait d'avoir la visibilité dans leur plan d'affaires et ce que leur demande souvent leurs actionnaires, c'est d'avoir en fait des contrats de long terme, de démontrer la rentabilité en fait de leur investissement. Donc on travaille ensemble pour pouvoir permettre autant que possible en fait d'aller en fait sur ces infrastructures-là. Maintenant, il y a un sujet en fait sur lequel nous on travaille puisque c'est une demande aujourd'hui en fait du secteur du transport, c'est comment avoir un hydrogène compétitif, parce qu'aujourd'hui il y a des donneurs d'ordre qui sont en fait sur voilà une thématique pleine de décarbonation et qui ont les moyens, tout simplement, en fait, de subventionner ce passage donc, au zéro émission, vraiment de bout en bout, c'est-à-dire avec l'usage de l'hydrogène renouvelable. On a aussi en fait, d'autres opérateurs qui sont des transporteurs qui aimeraient revoir en fait, des chargeurs et qui nous disent pourquoi ne pas avoir en fait, un usage d'hydrogène, certes, pas totalement en fait renouvelable, sans doute entre guillemets en fait moins vertueux, mais toujours avec une empreinte CO2 contenue, mais avec un prix moindre qui moi me permettent justement d'acclimater en fait mon donneur d'ordre à ces usages de l'hydrogène et donc de déployer en fait beaucoup plus de véhicules. Vous vous doutez bien en fait que nous ça nous intéresse. Donc voilà. Donc finalement en fait la question qu'on se pose c'est dans tout le spectre en fait des couleurs, des débats, des empreintes CO2 etc. Et le mécanisme de tir ouverte qui se pérennise et se renomme va permettre aussi en fait en fonction donc du niveau de l'empreinte CO2 de qualifier un certain nombre d'usages en fait d'hydrogène, de nature d'hydrogène en fait pour cet usage-là. Aujourd'hui en fait ce qu'on voit dans d'autres géographies c'est que cet usage en fait d'hydrogène qui est évaporoformé à partir en fait de gaz méthane, avec sans séquestration en fait de CO2, avec sans garantie d'origine, avec toutes les variations qu'on a pour limiter en fait l'empreinte carbone. C'est un hydrogène en fait qui est compétitif, qui donne droit ou pas en fait à l'IRIC dépendamment des sujets, mais j'ai envie de dire attendons aussi en fait que les textes législatifs en fait aboutissent. Mais quelque part aujourd'hui on nous demande de travailler sur ça. Parce que tout simplement, l'hydrogène renouvelable en fait, à la pompe en fait, est d'un prix en fait, qui est trop élevé, qui ne permet pas en fait, à tous les transporteurs de pouvoir le proposer à leurs donneurs d'ordre et surtout qui ne permettent pas en fait, aux donneurs d'ordre de pouvoir passer à l'hydrogène parce que tout simplement, les budgets ne leur permettent pas. On sait aujourd'hui en fait, qu'on est dans une situation économique compliquée en fait, au global. Donc là, je parle du global en fait, de gens voilà, qui ont un teint orange, en fait, une mèche blonde en fait, Grand Ouest. Et puis je vais jusqu'à l'est en fait, du globe où effectivement on a voilà, des gens qui, eux, en fait, ont fait un choix, c'est-à-dire de sponsoriser en fait, leur industrie, de faire en sorte qu'ils aient aujourd'hui, si je me trompe pas, quasiment 7000 en fait, poids lourds hydrogène à la route en l'espace de 3 ans. J'aimerais en fait avoir en France 7000 poids lourds hydrogène. Alors bien sûr, j'aimerais aussi avoir une certaine part de marché de ces 7000 poids lourds, mais quelque part en fait, il faut se poser en fait les questions et avoir des solutions pragmatiques. Quelque part, cet hydrogène compétitif, même s'il est peut-être un peu moins vertueux, il peut correspondre en fait à un certain nombre en fait de besoins des transporteurs qui peuvent proposer ça à leurs chargeurs et finalement en déclenchant en fait cette boucle vertueuse de la demande des usages, parce que je pense qu'il faut commencer en fait par ça. Ça permet à toute la chaîne de valeur de se sécuriser sur la distribution, sur la production, sur les équipementiers, pour que tout le monde en fait puisse se développer. Et ça, c'est quelque chose en fait sur lequel on travaille avec les différents opérateurs. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, et malheureusement en fait, dans la salle, on n'a pas eu la chance en fait, d'avoir des clients ou des donneurs d'ordre, c'est tout simplement aujourd'hui en fait, la voix de celui en fait, qui paye, qui va décider en fait, de l'avenir en fait, de ce qu'on fait. Donc j'aurais beau en fait, aider en fait, mes transporteurs, aider mes donneurs d'ordre à boucler les dossiers, sans avoir en fait, ces variables qui m'échappent moi en fait, chez Illico, puisque je ne suis pas aujourd'hui producteur d'hydrogène, on le saura en fait, sans doute à terme pour pouvoir justement mieux maîtriser en fait, ce prix de l'hydrogène. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre en fait, de dossiers qui nous échappent et qui ne nous permettent pas justement de pouvoir enregistrer dans le prochain bilan en fait, de France Hydrogène voilà, beaucoup plus de mises à la route que celle qu'on a pu faire en fait, l'année dernière. Merci Overreach, tu as à peu près tout dit. J'ai pris tout ton temps. Non, mais bon, j'abonde absolument avec tout ce qui a été dit avant. Je vais reprendre un point, et tu l'as mentionné en parlant de l'hydrogène, c'est la perspective. Ce dont on a besoin pour se développer massivement, c'est une vision,
c'est de la stabilité, c'est de la prévisibilité. C'est comment finalement aujourd'hui un acteur comme nous, GCK, où on a un potentiel de 100 véhicules à l'année, comment déjà on fait en sorte d'avoir ces 100 véhicules à l'année à produire tous les ans. Et c'est pas en ayant une politique qui change tous les 2 ans, des stratégies énergétiques qui changent tous les 2 ans, en ayant finalement des atermoiements autour d'outils fiscaux ou extra-fiscaux qui nous permettent d'avancer, de reculer au gré des vents. Alors ça c'est une catastrophe pour nous. Je passe le sujet du moratoire sur les ENR, je pense que pour toutes les sociétés qui font du projet d'ENR aujourd'hui, ça a été un coup près. Bon, en fait, c'est tout ça aujourd'hui dont on a besoin, c'est un peu de sérénité aussi pour avancer. Aujourd'hui, nous, GCK, on est le seul acteur aujourd'hui en Europe à fournir de l'autocar hydrogène, neuf ou rétrofit. Le rétrofit a montré sa capacité à aller plus rapidement sur des marchés que les constructeurs neufs qui vont attendre, alors je parle des constructeurs massifs, qui vont attendre que le marché soit mature. Mais si on n'est pas là pour accélérer le marché et venir le donner, on n'y arrivera pas. Sauf qu'aujourd'hui, 50 véhicules, 100 véhicules par an, ça ne vous fait pas un marché. Ça vous fait un démarrage. Donc nous, aujourd'hui, la question, c'est comment on va vers du marché à plusieurs centaines de véhicules par an, à minima, avec plusieurs unités de production. Et cela, on est capable, en faisant ce travail de volume, toute personne qui a fait un peu d'industrie automobile sait que l'effet de volume sur les coûts des véhicules est extrêmement puissant. Aujourd'hui, si moi je vais vers un fournisseur d'un composant technologique et que je lui dis j'ai une perspective de X milliers de véhicules sur les X années à venir, je sais négocier des prix à la baisse, je sais négocier des contrats, je sais négocier des suivis de maintenance, je sais négocier de la R&D intégrée à mon achat de composants. Tout ça contribuerait. Et pour qu'on mette ça en place, pour que les collectivités, qui aujourd'hui sont nos clients, enfin collectivités ou opérateurs répondant à de la collectivité dans l'appel d'offres, on a besoin de stabilité. Donc aujourd'hui, ne pas avoir de stabilité est une problématique pour nous, pour le développement massif. J'anticipe 2026, 2027, 2028, je pense que tout le monde a ses échéances en tête, hein, municipales, présidentielles, régionales. Je laisse imaginer la stabilité qu'on va connaître dans les 3 ans à venir. Donc on a besoin, nous, aujourd'hui, d'avoir des acteurs qui portent une voie stable et une voie qui nous permet de nous projeter dans le temps. Moi, aujourd'hui, si demain, on est capable de me dire je vous garantis X milliers de véhicules sur les X années à venir, je vous garantis que le prix des véhicules, il est divisé par 2. On y arrive. Et là, on n'est pas sur des lubies. On y arrive. Tous nos calculs en interne nous permettent de le faire parce qu'on va tout optimiser. Et après, bah forcément, quand on va passer côté de la station et qu'on va dire à impulsion, je ne mets pas 2 véhicules par station, mais 10, et ben la station, elle va être remplie, elle va être optimisée, et le coût de l'hydrogène dessus sera optimisé. On est dans un cercle vertueux, et on a besoin de cette stabilité, on a besoin de se projeter. Donc quand on entend parler en début d'année, la tire verte, la fameuse tire verte, et qu'en milieu d'année, on dit, bah, c'est pas tire verte, c'est Eric, on repart sur de la consultation, on part encore pour quelques mois d'attente. Ah, puis il n'y aura peut-être pas d'effet rétroactif. Ok, moi, mes clients derrière disent, ouais, il est urgent, on attend. Ben oui, mais on attend, mais moi je fais quoi pendant ce temps? Et c'est tout l'enjeu pour moi, le développement massif, on a besoin d'une stabilité, on a besoin d'une impulsion. La SNH, on l'a évoqué, a été une réduction des objectifs, qui est peut-être finalement une rationalisation, qui mentionne le développement de la mobilité lourde et intensive, et ça c'est une vraie victoire pour nous dans la filière de la mobilité. Mais quand derrière on nous sort les premiers indices tire verte qui ne sont même pas capables de répondre à cette stratégie-là, où va-t-on? C'est quoi la stratégie politique derrière? C'est quoi la stratégie de notre État sur ce sujet-là? Donc aujourd'hui, nous, pour nous développer, on a besoin d'avoir cette stabilité. On a besoin de travailler avec tous ensemble, avec le politique, avec les industriels, les opérateurs de stations, les producteurs d'hydrogène, pour optimiser tout ça. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et le point clé, il est la stabilité. On voit le Hydrogen Society Act au Japon, 15 ans plus 10 ans d'options. Aujourd'hui, qui en France peut nous dire combien de temps dure notre stratégie énergétique industrielle ou pas? 2 ans? 6 mois? Donc voilà. Donc moi, c'est le message que je veux porter. Les chiffres qu'on a donnés, qui sont une projection de nos filières, ils sont tout à fait accessibles. Mais on a besoin de pragmatisme, de stabilité, de sérénité. On a besoin de tous ensemble, on travaille et on fait au quotidien tous ces efforts pour démarrer. Ovary, tu as mis les premiers camions rétrofités sur la route. Nous, on a mis les premiers cars. On voit que les constructeurs, on va dire les majors en Europe, travaillent, mais sur un horizon plutôt 2030, quand ils vont être taxés au niveau CO2 sur leurs émissions, comme les constructeurs de véhicules légers ont eu le droit cette année, où ils ont commencé à râler. Donc tout ça, on voit qu'il y a un alignement sur les majors à 2030. Mais d'ici à 2030, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est là.
On a déjà, moi d'ici à 2030, on est en 2025, je peux aujourd'hui sortir 500 véhicules par an. Voilà, aujourd'hui, avec mes capacités de production, je fais 500 véhicules par an. 500 véhicules par an, sur 5 ans, ça fait 2500. On est loin des 70 000. Mais 2500, si je mets 2500 véhicules sur la route en région Auvergne-Rhône-Alpes, Impulsion, je pense qu'ils sont contents de charger leur station. Ils vont même avoir peut-être un petit problème de capacité. Voilà, travaillons ensemble. Je pense que nous, au quotidien, on le fait, on chasse en meute. On a l'international. Si je prêche ma paroisse du rétrofit, aujourd'hui, on n'a aucun décret européen sur le rétrofit. Chaque fois que je veux aller dans un nouveau pays, il faut que je réhomologue. 2 millions. Merci, messieurs, dames. Donc, on a tous ces sujets. Il faut tout optimiser. Il faut que le message politiquement soit porté, qu'on ait des acteurs qui défendent institutionnellement nos messages et surtout qu'on ait besoin de stabilité. Moi, c'est le principal message que j'ai besoin. Et après, le prix de l'hydrogène, ce sera un sujet. Le coût des stations, c'est un sujet. Le coût des véhicules, c'est un sujet. Le coût de la maintenance, c'est un sujet. On fait tous tourner des TCO quotidiennement et voilà, et on est face à d'autres offres électriques et diesel aujourd'hui qui reviennent en force. On a plein d'appels d'offres aujourd'hui de collectivités sur des DSP pour de l'autocar ou si vous ne répondez pas au diesel, vous êtes mort. Problème. Pour nous, problème. Voilà. Et après, tu parlais du TCO, dernier point, on parle aussi de coût de gestion de flotte. C'est-à-dire de ne pas regarder le coût à la maille du véhicule, mais à la maille d'un nombre de véhicules. Quand vous opérez sur un des autocaristes qui aujourd'hui sont consolidés à 900 véhicules, quand vous allez faire l'aménagement de votre dépôt pour 900 véhicules électriques, ça va vous coûter quelque chose à arriver à un moment. Donc à un moment, on voit qu'on est capable d'optimiser le coût en gestion de flotte et non plus de gestion de véhicules. Mais là, ce sera un petit peu long et je ne vais pas monopoliser la parole. Mais en tout cas, voilà, je pense avoir passé mes messages. Merci. Et Rémi ne vous a pas parlé des ZFE. Ça n'existe plus? Donc il faudrait une démocratie stable. Un peu compliqué. Je ne vais pas mettre dans la bassin de l'aspect de démocratie stable. C'est sûr qu'en dictature, c'est plus simple. Comme la Chine, par exemple. Mais je suis très heureux de vivre en démocratie et je ne le changerai pour rien au monde. Non, c'est peut-être une question de stratégie énergétique globale. Est-ce qu'une stratégie énergétique peut être infléchie au niveau de la maille et de la durée politique? C'est une question, je la mets aux spécialistes du domaine. Mais je pense que le sujet de l'énergie et le sujet de l'industrie ont des temps qui sont bien plus longs que le temps politique et qu'on a un vrai problème en France sur ce temps-là. Je vais penser au sujet du nucléaire il y a quelques années aussi. Mais bon, bref. Est-ce qu'il y a des réactions de la part des constructeurs de véhicules ou AICETCO sur le sujet visibilité, stabilité ou... Si c'est côté AICETCO, non, je pense qu'on est tous en accord, bien entendu qu'il faut de la stabilité, bien entendu que ça prend du temps et on voit les développements passer sur le nucléaire, compris des dizaines d'années, donc il faut laisser le temps au temps. Je pense que c'est normal, il faut se baser sur des chiffres concrets. Aujourd'hui, la montée en puissance, oui, étape par étape. Aujourd'hui, on a quand même du concret, on a des véhicules hydrogène à la route. Nous, on fait plus de 10 000 pleins mensuels sur nos stations, donc c'est quelque chose qui est concret et qui fonctionne aujourd'hui. Donc l'important, c'est d'avoir une croissance qui soit soutenue par les acteurs de l'hydrogène et que l'on soit bien entendu aligné sur ces développements à mener ensemble pour atteindre des dizaines de milliers de véhicules demain en France à la route. Oui, alors oui, on a du concret, oui, il y a des projets, oui, il y a des choses qui se passent. Après, quand on regarde plus récemment les projets sur lesquels on peut travailler ensemble, on a tous ensemble en France, on voit quand même de plus en plus de difficultés à ces projets de passer les FID, donc les décisions finales d'investissement. Et en fait, la raison derrière, c'est que l'équation financière, elle est pas là. Donc il faut quand même qu'il y ait les acteurs qui font ces projets, ils les font, mais ils y mettent quand même beaucoup d'énergie et économiquement aussi. Et donc tout élément stabilisation, évidemment, mais qui porte à résoudre cette équation financière, forcément aiderait ces projets, parce qu'il y a des acteurs qui sont engagés, nous on en côtoie quotidiennement, des gens qui ont envie de faire, ils se démènent, ils se battent, et nous aussi on se démène et on se bat, on essaye d'apporter, et on se développe également sur des écosystèmes. Tout à l'heure on parlait d'Arvi, c'est vrai que j'ai pas répondu à la question, mais à Taouet on s'est engagé aussi en tant que coactionnaire sur des écosystèmes pour essayer de les faire sortir, pour les faire émerger, et on sait ce que c'est au quotidien, et donc cette équation financière c'est vraiment un élément clé, et c'est sûr que du long terme, de la stabilité, une vraie stratégie, un vrai engagement économique et puis politique vers ce développement aiderait l'ensemble des acteurs à investir. Et donc, qui dit investir, dit forcément sur le long terme à faire des économies qui apporteraient de l'aide à résoudre cette équation économique.
On va conclure le tour de table avec la DGPR sur les derniers travaux qui sont en cours ou prévus. Oui, pour du coup, alors ce message de stabilité, alors j'ai pas toutes les composantes bien sûr de l'entièreté de la problématique de la stabilité sur les sujets soutien au développement et financier, mais sur l'aspect réglementaire et technique, on a bien en tête ce message. Donc et c'est aussi pour ça que les travaux prennent du temps. Alors ça peut sembler prendre trop de temps, mais on a vraiment cette volonté d'arriver à un texte qui soit le plus consensuel possible et le plus adapté pour ne pas devoir réouvrir le chantier dans 1 an, dans 2 ans, parce que compte tenu des évolutions technologiques qui sont nombreuses, il serait plus adapté, il serait déjà obsolète. Donc on a vraiment cette volonté-là. Donc on a mené un gros travail ensemble avec France Hydrogène, les adhérents, avec l'appui de l'INERIS pour, par exemple, démontrer l'efficacité des barrières et la fiabilité des barrières de sécurité qui peuvent exister, qui peuvent être mises en place sur les stations, de manière à bien pouvoir les intégrer, les valoriser dans la construction du texte et ainsi bénéficier, par exemple, de réduction de distance d'implantation. On a également pas mal travaillé pour avoir différents tiroirs possibles pour être le plus adapté possible, que chacun retrouve sa case et son tiroir qui lui convient le mieux en fonction de ses contraintes et de ses spécificités. Donc j'ai mis sur la diapo les 2 grands sujets un peu techniques qui nous ont pris de nombreux échanges. C'est sur la question par exemple de la conception des conteneurs, de la ventilation, parce que notre préoccupation est d'arriver à maintenir une concentration d'hydrogène en deçà de 15% en cas de fuite, de manière à ce que les conséquences d'une explosion soient limitées. Mais du coup, ça, sur la manière dont on atteint cet objectif, il y a différents panels de solutions, et donc de s'assurer que les solutions sont éprouvées, fiabilisées et adaptées aux différentes configurations. Et l'autre point, c'est également, de manière plus générale sur la station, d'avoir cette capacité à isoler très rapidement, donc avec des objectifs en moins de 2 secondes, ce qui permet d'avoir des nuages d'hydrogène plus faibles et donc du coup des distances moins grandes. Donc voilà, donc on n'a pas encore tout à fait finalisé, mais un grand nombre d'échanges techniques. Alors on challenge la profession en leur posant des questions, en leur demandant des études, des démonstrations. Mais je pense à vocation vraiment à permettre d'aboutir à un texte qui soit le plus adaptatif possible aux différentes configurations actuelles, mais également à venir. Donc en termes de perspective et de calendrier, on est vraiment sur la finalisation d'un nouveau projet qui intègre les derniers travaux que je viens d'expliciter, qu'on devrait transmettre dans les jours ou les semaines à venir, avec un objectif de pouvoir engager les consultations officielles et formelles à l'automne 2025. Parce que du coup, une fois la partie technique, échange technique réalisé, on a un ensemble de processus obligatoires qui doit être mis en œuvre avec des consultations, que ce soit partie prenante, publique, et le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Voilà. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et merci à tous les 6 pour vos interventions. On va passer aux questions et réponses ou des réactions sur la potentielle utilisation de cet hydrogène moins propre. Moi, j'ai 2 petites questions en complément de ce que vous disiez. Donc, ça nous amène à quelle date? Et est-ce que c'est signé par un ministre ou par plusieurs? Alors, c'est un texte signé uniquement par un seul ministre. C'est le ministre en charge des installations classées pour la protection de l'environnement. Des transports ou... Non, c'est le ministre de l'Environnement. D'accord. Après, ces textes-là sont signés par délégation par le directeur général de la prévention des risques dans l'état actuel du gouvernement. Donc c'est un seul ministre. Après les processus de consultation, c'est quelques mois. Parce que du coup, il y a la consultation des parties prenantes, c'est un peu moins c'est 2 ou 3 semaines. La consultation du public, c'est 3 semaines. Et après, il y a le passage en commission. Donc ça pourrait arriver sur un texte en fin d'année. Noël, quoi. Cadeau de Noël. Et j'ai une deuxième question. J'ai rien entendu sur le comptage et l'interopérabilité. Alors ça, c'est plutôt un enjeu qui est géré par les exploitants de stations. Nous, sur la partie station, ce qu'il faut, c'est qu'on soit en termes de comptage réglementaire,
c'est-à-dire que la mesure légale soit normée. Donc ça, c'est ce qui est en place. Après, la partie paiement, ça, c'est géré par l'opérateur et en fonction station par station. Et je pense qu'on peut vous répondre au niveau des opérateurs, parce qu'on travaille ensemble avec Aurélie pour permettre, donc, nous, à nos poids lourds, hein, puisque on est sur une technologie encore 350 bars et que vous avez, vous, le double niveau de pression en fait, en termes d'exploitation, 350 et 700 bars, puisque nos poids lourds, effectivement, peuvent accéder donc, aux stations i7Co. Alors, on n'est pas totalement interopérable, je dirais, on est interopérable à la mano, c'est-à-dire qu'on s'envoie encore en fait, voilà, des éléments papier pour pouvoir permettre en fait, les pleins et puis ensuite les refacturations. Mais je pense que c'est quand même une belle étape déjà de franchie, puisqu'on se voit aujourd'hui en fait que sur l'Île-de-France, le réseau se développe bien, notamment en fait du fait de votre initiative. Et quelque part, c'est ce qui est nécessaire. En fait, on parlait de disponibilité du véhicule, mais il faut aussi disponibilité du réseau. Qui dit fiabilité des stations, dit aussi redondance en fait du réseau pour assurer en fait le niveau de disponibilité du maillage au global. En tout cas, l'interopérabilité est un excellent sujet, effectivement, pour massifier les usages. C'est quelque chose qui est primordial et qui est entamé aujourd'hui entre différentes régions. Nous, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France, on a un accès avec impulsion aujourd'hui aux stations du réseau. Donc, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui est primordial, bien entendu, pour aller cibler les clients usagers finaux pour qu'ils puissent accéder aisément à l'ensemble des stations du territoire sans devoir contacter chaque opérateur un à un. Et parce qu'il y a de nombreux opérateurs de stations, et heureusement, parce qu'on a besoin de densifier le maillage de stations, mais c'est un enjeu d'aujourd'hui d'aller chercher ces interopérabilités et de les valider entre tous les opérateurs de stations. Une dernière question. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous disent vos clients utilisateurs une fois qu'ils ont expérimenté vos véhicules, leur niveau de satisfaction, éventuellement d'insatisfaction, et peut-être plus précisément, parce que c'est souvent une question qui est posée, comment l'hydrogène se compare à la batterie. Est-ce que éventuellement vous avez des clients qui ont eu l'occasion de goûter les deux technologies et quel retour vous ont-ils fait ? Très intéressant. Je me permets de prendre la parole avec 800 véhicules exploités auprès de clients professionnels. On entend souvent des clients dire que le passage à l'hydrogène est facilité parce qu'on a toutes les habitudes du thermique, un plein très rapide, une autonomie assez similaire au thermique, avec tout le confort de l'électrique. Pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration, zéro émission, et c'est quelque chose qui est très important dans les retours clients aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai manque de pédagogie sur l'hydrogène. C'est quelque chose qui est très peu connu, même auprès des gestionnaires de flotte qui travaillent et qui évoluent pour les mobilités au sein de leurs entreprises. On a un besoin de pédagogie aujourd'hui. On fait énormément d'événements sur station pour montrer un plein d'hydrogène, pour démontrer le 3 à 5 minutes sur du véhicule léger, pour faire essayer les véhicules. Et en fait, c'est un véhicule très classique, silencieux parce que c'est un véhicule électrique à hydrogène et que vous avez les habitudes que l'on a depuis des dizaines d'années sur le thermique. Donc c'est quelque chose qui est très bien accepté, qu'on a besoin de prouver et qui passe par là. Mais en tout cas, on a de très bons retours. Dans les retours dans les freins, ça faisait partie de la question également. On a souvent le retour du maillage station, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas adresser toutes les flottes entreprises. On va adresser des flottes captives autour des stations qui vont avoir une tournée autour des stations hydrogène ou un local d'activité autour de la station hydrogène, et c'est ces flottes que l'on va adresser prioritairement. On ne peut pas répondre à tous les usages aujourd'hui. Et j'ai oublié la fin de la question. Il y avait un dernier point. Ça y répond, mais s'il y avait une comparaison avec des clients qui utilisaient éventuellement en batterie, mais Oui, bien sûr qu'on a la comparaison, mais c'est bien une complémentarité. On va adresser simplement, c'est par rapport à l'usager final, on est complémentaire, on reste sur du zéro émission, c'est un véhicule électrique à hydrogène au lieu d'être un véhicule électrique à batterie, c'est simplement la technologie qui diffère, on va être sur les mêmes avantages, simplement la grande différence c'est le plein très rapide et l'autonomie, donc on va aller chercher des flottes entreprises qui ne peuvent pas installer de bornes sur les domiciles des collaborateurs, qui ne peuvent pas installer de bornes sur les parcs entreprises, ou qui ont des tournées intensives, que ce soit en termes de temps ou de kilomètres d'ailleurs, qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter en journée, qui n'ont pas la possibilité d'arrêter un véhicule à l'exploitation pour charger leur véhicule électrique, ou qui font beaucoup de kilomètres et qui vont aller chercher du coup l'autonomie de l'hydrogène qui est accrue et supérieure aujourd'hui à un véhicule électrique à batterie. Et pour compléter le propos d'Aurélie sur du coup, les conducteurs plutôt en fait, de poids lourds, le ressenti en fait est le même, que ce soit des artisans ou des conducteurs. Ils vivent dans leur véhicule en fait une bonne partie de la journée
Et aujourd'hui, en fait, ils apprécient à la fois la souplesse, le confort, l'absence de bruit, comme tu le dis. En particulier, nous, donc, on travaille en fait pour le transport de matériaux de construction. Donc, si vous avez la chance, voilà, d'avoir un chantier en fait chez vous sur le sud de la région parisienne, il se pourrait en fait que vous soyez livré avec un véhicule en fait hydrogène pour reconstruction de matériaux. Si vous allez chercher ces matériaux de construction dans une enseigne Orange, vous êtes livré en fait par ce qu'on appelle un véhicule en fait porteur plateau grue. Donc c'est en fait un camion 26 tonnes qui va avoir en fait un plateau juste en arrière en fait de la cabine du camion avec une grue. Et cette grue par exemple va venir vous livrer en fait des parpaings, des palettes, des sacs de sable, etc., etc. Il faut savoir en fait que pour ces conducteurs-là, souvent en fait au-delà en fait de faire la livraison, ils vont venir aussi vous déposer en fait les matériaux. Et donc la grue en fait sur un véhicule thermique fonctionne même à l'arrêt. Et ça prend en fait donc cette énergie qui est le diesel. Donc ça fait des vibrations, ça crée en fait des émissions même à l'arrêt pour pouvoir utiliser la grue. Et aujourd'hui sur un véhicule totalement zéro émission, il n'y a plus d'émissions. Donc il est à côté de sa grue, il est en fait dans un confort en fait d'usage qui lui permet justement de ne pas respirer en fait toutes ces vapeurs et tous ces gaz d'échappement. Il a moins de vibrations en fait sur la grue et il est toujours en fait aussi précis et toujours aussi efficace. Donc c'est vraiment un confort en fait au niveau des conducteurs. Et pour tout vous dire, en fait c'est un élément de fidélisation dans les sociétés de transport. On sait aujourd'hui qu'au-delà en fait, de tous nos sujets qui sont des sujets en fait d'économie, dans le secteur du transport aujourd'hui en fait en France, en Europe, on manque en fait de conducteurs et souvent en fait ce sont des éléments de fidélisation. Vous avez en fait des conducteurs qui passent à l'électrique, qui passent à l'hydrogène, qui n'en reviendront plus, sauf si en fait leur employeur en fait bien sûr les oblige. On a même en fait pendant l'été souvent en fait un petit jeu entre le conducteur en fait et son remplaçant pendant en fait ses congés parce que visiblement il a peur en fait qu'on lui rende pas en fait son camion à l'issue de ses vacances, donc il a tendance en fait à cacher les clés. Voilà. Donc voilà, l'expérience en fait c'est vraiment très positive et sur le fait en fait de la comparaison avec l'électrique à batterie, pour tout vous dire, sur l'agence à laquelle on a livré ce véhicule porteur plateau grue, donc qui fonctionne en hydrogène, ils avaient aussi en fait bénéficié donc de l'achat dans cette agence-là d'un porteur plateau grue électrique. Voilà. Sur le porteur plateau grue, en fait, tel qu'on le pratique, on fait, alors sur ses missions en fait journalières, il fait en pointe quasiment, certains jours, il a dû pointer en fait à faire 360 km en fait dans la journée sur un plein. Ça fonctionne très bien en utilisant aussi la grue parce que on consomme en fait de l'électricité, on consomme de l'hydrogène pour pouvoir aussi en fait permettre à la grue de se mouvoir. Je peux vous dire aujourd'hui en fait que le véhicule électrique en fait reste sur parc en fait de l'agence, qu'il n'est pas du tout utilisé parce que tout simplement, alors certes c'est sans doute aussi en fait quelques premières générations en fait de poids lourds, mais ces véhicules en fait ont seulement en fait dans cette configuration plateau grue au grand maximum 150 km d'autonomie. Donc vous voyez en fait que finalement on n'est plus en fait sur cette dichotomie théorique de dire on est sur l'usage de l'hydrogène, forte autonomie, besoin énergétique, etc., etc. On est là dans la réalité aujourd'hui. Et lorsqu'on interroge la filière transport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas nous qui allons décider en fait de leurs usages, c'est plutôt eux dans leurs opérations qui vont trouver justement en fait les moyens de production. Parce que ce sont en fait des matériels roulants qui sont des investissements pour eux, qui doivent dégager de la rentabilité. Et donc tout ce qu'on se disait en fait tout à l'heure pour pouvoir passer à l'échelle, c'est qu'il faut pouvoir travailler sur le prix des véhicules, le prix des carburants, le prix de ces entretiens, parce que tout simplement on est en fait dans le milieu économique et on n'est pas là en fait juste pour faire des projets pilotes, puisque si on était sur des projets pilotes, je pense que on se verrait peut-être pas en fait l'année prochaine. J'ai complété sur la partie autocar, puisque nous, on a eu la chance d'opérer l'année dernière lors des JO une flotte d'autocars hydrogène par un opérateur qui avait l'habitude d'opérer des véhicules électriques. Donc clairement, je reviens sur la même conclusion qu'Aurélie, ça reste un véhicule électrique. Donc les chauffeurs sont très contents de l'agrément, du silence, du confort du véhicule électrique. La seule différence, c'est que au lieu d'immobiliser le véhicule toute la nuit pour la recharge avec un opérateur qui doit surveiller les recharges et l'immobilisation de personnel de 2 personnes pour éviter le travailleur isolé, il faisait une recharge de 15 minutes à la pompe le matin. Donc on a vraiment cette flexibilité, au-delà du fait qu'on avait un léger sur-autonomie par rapport à l'électrique. Alors on est dans du rétrofit où on est un petit peu contraint sur les autonomies également, mais on était capable, en tout cas l'opérateur nous disait qu'il était capable de prendre des
risques qu'il n'aurait pas pris avec de l'électrique, notamment sur du grand routier. On avait une ligne qui faisait le tour de Paris et qui amenait des personnes à Dreux, qui faisait le retour. Et donc en électrique, l'opérateur nous a dit qu'il n'aurait pas forcément pris le risque de le faire en électrique, surtout dans les périodes de forte canicule. Donc on voit vraiment l'intérêt et la complémentarité avec l'électrique à batterie. Moi j'ai le sentiment qu'il y a même peut-être une meilleure appétence pour l'hydrogène que pour l'électrique, en tout cas sur les métiers qu'on voit, parce que c'est une technologie un peu de pointe et que mine de rien, je crois que dans le camion, c'est vrai, ils sont fiers d'avoir la dernière technologie de pointe. On sait que dans le transport routier de marchandises, ils ont des camions neufs tous les 4 ans parce qu'ils sont contents d'avoir la dernière version du camion. Aujourd'hui, quand vous leur mettez une technologie hydrogène dans les mains, ils sont fiers parce qu'ils ont la dernière technologie à date. Et ça, pour moi, c'est aussi un argument pour des chauffeurs. Le prix est aussi un sujet après pour la personne qui paye. Et nos camions sont très beaux. Voilà. Vous aurez l'occasion en fait, de voir en fait, nos véhicules pendant la visite de site. Alors, je fais le petit moment publicitaire quand même, puisqu'on est sur le parcours en fait, de visite 3. Nous avons aimablement été invités et autorisés par France Hydrogène de faire partie en fait, de ces visites de site. Donc soyez nombreux en fait, demain dans toutes les visites de site. Placement publicitaire. Dernière réaction. Placement additionnel, il y a aussi organiser une visite de la station de Salaise-sur-Sanne, accompagnée de la visite d'Ivico. Mais c'était pas mon point. Le point, c'était par rapport à la question sur les freins, les contraintes. Je pense que là, on parle de fiabilisation et c'est clé, hein, parce que je pense que c'est vraiment une contrainte aujourd'hui. C'est que on est encore sur une technologie qui a besoin d'être fiabilisée. Et donc, on a beaucoup parlé pendant cette heure et demie, hein, donc je ne vais pas revenir sur les éléments qu'on met en place pour ça, mais pour moi, c'est un élément clé. Travailler sur la fiabilisation. Et après, aussi travailler sur ce qu'on appelle les corridors, parce que quand on regarde en France la carte des stations, il y a effectivement en Ile-de-France, il y a une forte densité. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une forte densité. Par contre, pour faire Paris-Lyon, là, c'est plus compliqué. Donc, si on veut favoriser et accélérer la montée en puissance, il faut absolument qu'on travaille sur une densification, mais sur les corridors pour permettre aux gens qui utilisent de l'hydrogène d'utiliser un des gros avantages qui est l'autonomie. Mais l'autonomie, elle porte un avantage aussi si on est capable d'utiliser le véhicule sur un corridor. Et par contre, se lancer sur un Paris-Lyon en se disant bon, j'espère que je vais arriver jusqu'à Lyon. Non, vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que de manière générale, la densification des corridors est un point très important. En véhicule léger, en tout cas, on le fait sans souci et on le fait tous les mois, voire 2 fois par mois, parce qu'on a beaucoup de développement de Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en tout cas, sur du véhicule léger, ça se fait sans souci. Aujourd'hui, on a 650 km, donc même sans station sur le corridor, on a. Oui, mais je pense qu'à l'utilisateur diesel, on lui dit tu pars de Paris, tu vas à Lyon et tu as 0 station entre Paris et Lyon. Ça crée quand même une sorte d'appréhension. On est peut-être dans un public de personnes qui sont enclins à le faire et tout, mais je veux dire, pour massifier, densifier et essayer d'aller vers encore une fois, le cas d'usage, pour moi, l'utilisation du véhicule hydrogène doit être le même, sans contrainte, de se dire, je suis capable de faire le plein parce que je sais que sur ma route, j'ai 2-3 stations au cas où il y a un problème ou je sais pas. Donc, c'est plus pour ça, mais après, je suis d'accord. Ça peut rassurer. Voilà, c'est plus un effet rassurant, mais qui sera un élément, à mon avis, déterminant dans l'accélération ou dans la massification. Je pense qu'on parle en fait de la même chose, c'est-à-dire que les véhicules en fait en léger sont déjà en technologie 700 bars, ce qui permet effectivement de faire ces corridors, de faire donc Paris-Lyon et puis ensuite d'aller à Marseille, puisque vous avez les autonomies en fait jusqu'à 600 km. Sur les véhicules lourds, en fait, pour le moment, sur le transport de marchandises, on est en 350. Vous avez pu déjà passer en fait en 700. En 350, on fait 400 km chargés, pleine charge, donc avec 40 tonnes en fait sans problème. Et donc du coup, pour faire Paris-Lyon, effectivement, on a besoin au moins d'un point en fait intermédiaire en avitaillement. Et puis après, il y a un certain nombre de cargaisons en fait que transporteur qui peut être sensible d'un point de vue sécurité. Donc il faut surtout qu'il n'y ait pas en fait d'arrêt possible. En 700 bars, ce qui sera en fait possible avec les stations d'avitaillement que vous proposez à terme, c'est de pouvoir avoir ces corridors effectivement qu'on sache parcourir donc d'une seule traite et d'avoir en fait le plus d'autonomie et d'avoir ce cas d'usage où on est sur la longue distance, quoi.
Et je vais faire une pub parce qu'il n'y a pas que le Lyon-Paris, le Lyon-Clermont marche bien aussi, hein, puisqu'il y a aussi les stations à Clermont. Donc je sais que Yves, tu le fais régulièrement aussi. Donc voilà, donc il y a venir de Paris en province avec de l'hydrogène, c'est faisable en véhicule léger et c'est bientôt faisable sans problème avec un véhicule lourd. Hein. En 700 bars, on approche les 500 km, un Paris-Clermont ou un Paris-Lyon, 500 km, on le tient, quoi. Merci à tous les 6, ils sont inarrêtables une fois qu'ils sont partis. Merci à tous pour votre attention et merci à tous les 6 pour vos interventions. Bon appétit.